Alors donc voilà, bienvenue à tous du coup pour ce webinaire. Alors comme d'habitude, je vais présenter notre sponsor qui est ChallengeMe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution d'évaluation par les pairs. Donc ça fonctionne soit, alors il y a différentes modalités, soit on évalue les pairs en déposant des travaux, ils corrigent trois travaux, pardon, et eux-mêmes sont corrigés par trois personnes. Donc ça c'est l'évaluation par les pairs classiques, mais il y a aussi de l'évaluation intra-groupe. Et nous c'est ce qu'on fait beaucoup d'ailleurs à IMTBS, c'est-à-dire après les projets, ils s'évaluent entre eux sur leurs soft skills et ils peuvent s'auto-évaluer aussi et voir qu'est-ce qu'ils pensent d'eux-mêmes par rapport à ce que pensent les autres. Donc c'est plutôt intéressant. Donc je vous invite à vous intéresser pourquoi pas à cette solution si jamais ça peut vous intéresser. Ça s'interface avec Moodle, donc c'est assez pratique. Donc voilà, donc je les remercie en tout cas pour sponsoriser aussi la communauté des talents. Vous retrouverez toutes les vidéos donc, de la communauté sur la chaîne YouTube. Donc celle-ci va être également enregistrée et on voit que d'ailleurs Jean-François a déjà le plus grand nombre de vues actuellement. On a vérifié ça juste avant. Bravo à lui. Voilà, donc en tout cas, vous retrouvez tout ça ici. Et puis, bah voilà, donc alors, peut-être que pour ceux qui ne connaissent pas Jean-François, c'est un habitué, je dirais, maintenant de la communauté des talents, parce que c'est le troisième ou quatrième, je sais plus, le troisième, je crois, Jean-François, que tu fais avec nous. Donc voilà, donc c'est une personne qui est qui a à la fois un profil assez scientifique et en même temps pédagogique, et voilà, qui va partager avec vous un petit peu toutes ces trucs et astuces sur, on va dire, plus la pédagogie active, je dirais, c'est un peu sa spécialité, Jean-François, si je dis pas de bêtises. Je vais te laisser d'ailleurs, je vais arrêter de partage, je vais te laisser partager ton écran et puis te présenter, et puis bah, commencer tranquillement ton webinaire. Merci à toi. Ok, merci Julien. Et bah, donc je vais partager. Bonjour à tous. Du coup, bah, Jean-François Parmentier. Donc effectivement, je suis. Alors je ne sais même plus partager. Alors, ça y est, Ah oui. j'ai perdu. Ça y est, j'ai retrouvé le bouton de partage. Hop. Donc je vous parlais aujourd'hui donc apprentissage, favoriser l'apprentissage coopératif. Donc qui je suis, comme a dit Julien, j'ai deux profils. Alors je dirais j'ai un profil scientifique et un profil scientifique. C'est quand même. Euh, mais historiquement, donc, j'ai fait de la mécanique des fluides. Donc, j'ai fait une thèse dans ce domaine-là. Et du coup, j'enseigne en ce moment à l'IPSA, c'est une école d'ingénieurs autour de l'aéronautique et du spatial. Donc, ils ont besoin de mécanique des fluides. Donc, j'enseigne là-bas ces thèmes-là. Et depuis 10 ans, bientôt 11, je me suis intéressé à l'enseignement, à la pédagogie et notamment j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de recherches très concrètes et pratiques sur comment enseigner et que bah, j'enseignais un peu spontanément en fait, hein, enfin comme pas mal de gens, et que en lisant tout ce qui était publié déjà là-dessus, bah, j'ai découvert que je pouvais enseigner beaucoup mieux. Et donc, depuis 10 ans, j'essaie de diffuser quand même auprès d'autres enseignants toutes ces recherches autour de l'enseignement. Voilà, donc aujourd'hui, il y a un thème particulier qui est l'apprentissage coopératif. Ah oui, excusez-moi, j'explique juste l'autre logo. Je suis aussi chercheur associé à l'IRIT, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, où ils ont une équipe sur les outils numériques pour la pédagogie. Et donc moi, je suis dans cette équipe-là. Je ne suis pas informaticien, mais c'est sur ces aspects-là, comment utiliser le numérique efficacement. Voilà. Et donc, thème aujourd'hui, l'apprentissage coopératif. Peut-être c'était marqué travailler en groupe dans la description. Et je vais expliquer parce qu'il y a plusieurs manières de travailler en groupe. On y va direct. On peut faire, donc l'idée, c'est voilà, on est enseignant, on fait travailler en groupe les élèves. Pourquoi? Il peut y avoir plusieurs raisons. Moi, j'en ai identifié trois. La première, c'est leur apprendre à travailler en groupe. Ça peut être un objectif en soi très intéressant, puisque dans leur vie, ils vont sûrement travailler en groupe. La deuxième, c'est qu'ils réalisent quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire seuls. C'est notamment dans le cas, par exemple, lorsqu'on construit une fusée. Évidemment, il y a peut-être 2000 personnes qui construisent une fusée ou un avion. Et donc, ceux qui savent souder, bah, ils vont souder. Ceux qui savent calculer des équations théoriques, ils vont faire ça, etc. Donc, on se répartit les tâches. Et comme ça, ensemble, on travaille en groupe et on arrive à un résultat qu'on n'aurait pas pu obtenir avant, à un produit. Et le dernier, c'est qu'ils apprennent mieux un contenu. C'est-à-dire que là, c'est dans le cadre où j'ai une activité qu'ils pourraient faire seuls, mais je vais faire le choix de les faire travailler en groupe. Et moi, je vais vraiment m'intéresser à celui-là parce que c'est ça qui est le plus, qui est un peu plus proche du contexte scolaire. Enfin, les autres peuvent aussi être faits, hein. C'est de se dire, bah voilà, je leur donne un exercice plutôt que leur dire, bon, bah faites-le seul. Je mets des tables, des chaises, puis je leur dis de travailler en groupe. Voilà. Ça, c'est le contexte dans lequel je vais me placer là-dessus. Sachant que ça n'exclut pas le premier, hein, leur apprendre à travailler en groupe. C'est juste que du coup,
Bah, ce qu'ils apprennent, c'est le contenu, c'est en même temps la forme. Mais voilà, donc moi je veux dire, vous avez n'importe quoi enseigné, à quel moment c'est pertinent de les mettre à plusieurs et de leur dire travailler en groupe. Et donc toute la recherche là-dessus, c'est la recherche qui s'appelle sur l'apprentissage coopératif. Alors il y a des trucs collaboratifs, coopératifs, moi je ne distingue pas parce que c'est pas très clair même dans la recherche. Mais l'idée c'est ça, c'est ensemble on va essayer d'apprendre quelque chose. Du coup, je vais m'appuyer sur deux choses, la psychologie cognitive et les recherches en psychologie de l'éducation ou sciences de l'éducation. Euh, donc, d'abord, point de vue vraiment formalisation psycho, euh, la question c'est, ils ont identifié les interactions et l'apprentissage avec un cadran, qu'on peut dire, avec des méthodes pédagogiques en bleu clair où les élèves interagissent entre eux faiblement, et à droite où ils interagissent entre eux fortement. Et ce que disent les chercheurs, c'est que il y a un autre axe qui est l'engagement cognitif, sur lequel les élèves vont apprendre en fait, hein. Et c'est vraiment cet aspect-là qui nous intéresse. Soit ils vont s'engager faiblement cognitivement, soit fortement. Ce qui fait qu'on va avoir un cadran de méthodes pédagogiques entre certaines, les élèves vont interagir fortement, mais vont pas forcément finalement s'engager cognitivement de manière très pertinente. Ça va pas être très efficace pour l'apprentissage et toutes les variantes. Donc là, je vais maintenant définir ce qu'on entend par l'engagement cognitif et le lien avec l'apprentissage. Et ensuite, je vais remplir les quatre cadrans. Juste le cadran en bas à droite, ce que je disais, un exemple, c'est par exemple la socialisation. Lorsqu'on fait travailler les élèves en groupe et on leur dit de se présenter, les icebreakers, il y en a qui appellent ça, ça peut être une activité préparatoire plus tard pour faciliter un apprentissage, mais le but, c'est pas qu'ils apprennent à résoudre des équations différentielles, par exemple. Voilà. Un autre exemple qui est plutôt un mauvais exemple, c'est un travail en groupe qui ne marche pas, où les élèves font que discuter entre eux d'autres choses. Ça peut arriver aussi. Ou juste qui parlent de l'organisation, des détails techniques, mais pas du tout du contenu à apprendre. Alors, qu'est-ce que l'engagement cognitif? J'ai quelques slides là-dessus. S'il y en a vous allez voir, certains peut-être l'ont déjà vu. Euh, mais c'est cette image-là que défendent les psychologues cognitifs. C'est que apprendre, on n'est pas comme un disque dur. On ne prend pas une information qu'on va stocker dans notre mémoire de manière euh, unique et toute notre vie et de manière telle quelle. En fait, lorsqu'on essaie d'apprendre, forcément, on essaie de faire des liens entre des informations. Par exemple, les deux pièces vont être deux informations, deux phrases que je vais vous donner, et pour essayer de comprendre, et parce que c'est très lié, vous allez essayer de les connecter entre elles et de les connecter avec ce que vous savez déjà. Je vais prendre un exemple pour concrétiser. Si je vous dis les deux phrases suivantes, je dois aller faire les courses, phrase un, mais je n'ai plus d'essence. Qu'est-ce que vous pouvez en conclure? Alors, je vais vous demander de réfléchir et d'écrire dans le chat ce que vous pouvez en conclure, d'après vous, de ces deux phrases-là. Alors, il y a un lien entre les deux dans ce cas-là. Excusez-moi, quelqu'un qui disait peut-être pas de lien. Dans ce cas-là, il y a un lien. On suppose que c'est deux phrases dites à la suite, hein. Alors, donc ce que disent les personnes à peu près, hein, vous arrivez à peu près à la même conclusion, enfin plusieurs conclusions possibles, hein. Je peux pas aller faire les courses, ou je prends mon vélo, ou je dois aller faire le plein. Euh, voilà, faire le plein, aller chercher de l'essence, donc faire le plein. Et un autre moyen d'y aller, sans prendre la voiture, mobilité douce, je prends mon vélo, exactement, voilà. Je vais prendre le bus, pourquoi pas. Donc c'est à peu près, je fais appel à un ami, ouais, ou le 50-50 aussi. Euh, Donc, effectivement, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, vous essayez de conclure. Et comment vous faites pour déduire ce que vous avez déduit? Alors déjà, ce que vous avez déduit, vous voyez que vous avez déduit plusieurs choses différentes. Euh, et effectivement, il faut se dire, voilà, je dois aller faire les courses, mais je n'ai plus d'essence. Donc, on parle d'essence. Si on parle d'essence, c'est qu'on parle probablement de moyens de transport, parce que l'essence, on ne va pas l'avoir. Qu'est-ce qui utilise de l'essence? Bon, les voitures, évidemment, les camions, d'accord, les scooters, les mobylettes, ça existe encore, les motos. D'une manière plus générale, bon, c'est pas tout à fait de l'essence, mais les avions, les hélicoptères, voilà. Et ensuite, on nous dit, je dois aller faire les courses. Et donc là, on se dit, voilà, quel est le lien entre course, essence?
Eh ben, moyen de transport, comment est-ce que les gens vont faire les courses? Ben, les gens vont faire les courses en général, beaucoup en voiture ou en mobilité douce, comme disent certains, en vélo électrique, à pied. Mais on n'y va jamais en camion, enfin rarement quand même, enfin pas moi en tout cas. Euh, les vélos n'ont pas besoin d'essence. Voilà. Donc, on va essayer de relier tout ça en disant, OK, s'il me parle d'essence, c'est que probablement il avait prévu d'y aller en voiture, c'est ce qui est le plus probable, pas en avion, pas en camion, et que du coup, s'il me dit un mais, c'est qu'il va avoir un souci. Donc, il va sûrement, en fonction de ce que vous connaissez sur moi, si vous savez que j'habite à 2 minutes de Biocop, vous savez donc que je vais prendre mon vélo. C'est ça que ça veut dire, si je vous envoie ça en texto. Et si jamais vous savez que j'habite loin, que je ne peux pas y aller en vélo, bah, vous allez en conclure que je dois aller faire l'essence. Et si vous avez des choses sur moi, bah, vous allez conclure, ça veut peut-être dire que c'est à vous d'y aller à ma place, voilà, ou que je vais faire appel à un ami. Donc tout ça, ça va dépendre de vos connaissances, de ce que vous avez. Et en gros, cet exemple qui est assez simple montre que pour comprendre une information, juste deux phrases, il faut faire recours à ses connaissances initiales. Les connaissances sur les moyens de transport, les connaissances sur l'essence, et puis vos connaissances sur moi aussi, ma situation. Il faut combiner ces informations-là. Donc là, on a combiné ces différentes connaissances initiales et on a généré des hypothèses et des déductions. C'est pour ça qu'on n'est pas tous arrivés à la même conclusion. Donc c'est complètement spéculatif, on va dire. C'est-à-dire on mobilise nos connaissances, on combine les informations entre elles et on fait des hypothèses. Et le cerveau, c'est vraiment un organe qui prédit, qui essaie de faire des hypothèses. Et ensuite, on va comme ça, en fonction de ce que va dire l'enseignant, de ce qui va se passer ensuite, il va corriger ces hypothèses. Il va aussi apprendre ou consolider. Enfin, et l'idée, c'est que c'est ça qu'on veut qu'il se passe dans la tête de nos élèves. C'est-à-dire que on veut que les élèves génèrent des hypothèses et combinent de la bonne manière. C'est-à-dire que notre rôle, finalement, pour que les élèves apprennent, ça va pas être tant de donner de l'information, ça peut être aussi très utile, hein. Si elle n'existe pas nulle part, il faut la donner à un moment donné. Mais ça va être surtout de se débrouiller pour la faire traiter. Parce qu'on observe expérimentalement que les élèves ne font pas forcément spontanément ces liens-là. Surtout si ce qu'on leur dit est assez complexe et souvent ce qu'on leur enseigne en cours, c'est pas des choses évidentes. Sinon, on ne leur enseignerait pas en cours. Voilà. Donc, ce qu'on leur enseigne, c'est complexe et issu souvent d'années de recherche ou de siècles ou de milliers d'années de recherche ou de dizaines d'années suivant dans quelle situation vous êtes. Et donc, du coup, notre rôle, ça va être de la faire traiter. Et faire traiter de la bonne manière. Parce que si l'élève connecte les mauvaises informations entre elles, il ne va pas comprendre le sujet. Donc ça, c'est la vision psychologie cognitive, c'est-à-dire on va essayer d'apprendre en donnant du sens. Et c'est ça qui est pertinent, c'est ça qui est pertinent pour leur apprentissage, pour qu'ils puissent l'utiliser plus tard. Parce que notre rôle, évidemment, c'est que ce qu'on leur dit, ils soient capables de le mobiliser plus tard à l'examen, mais aussi plus tard dans des situations différentes, dans le milieu, dans leur vie personnelle ou professionnelle. On peut toujours apprendre quand même sans aucun sens, hein. Il y a des gens qui font des concours pour apprendre les décimales de pi. C'est possible, c'est très compliqué et c'est peu représentatif quand même de ce qu'on enseigne. Alors des fois, il y a quand même des choses qui sont complètement arbitraires. C'est quand même, on essaie qu'ils comprennent le lien entre les choses et entre les concepts, entre les différents concepts qu'on enseigne. Alors, question, si notre rôle c'est de faire traiter l'information en profondeur, je vais vous poser une question à votre avis. Imaginez vous êtes enseignant, ça peut être facile pour certains. Vous donnez un document écrit à vos élèves. Je vais vous proposer une liste de plusieurs activités des activités pédagogiques que vous allez leur proposer. Donc, vous leur distribuez la feuille, c'est une page à 4, supposons, et vous allez leur proposer plusieurs activités pédagogiques. Parmi celles-ci, quelles consignes vont inciter les élèves à donner du sens au contenu du texte? Je vous en proposer plusieurs, vous pouvez voter pour plusieurs d'entre elles. Quand vous aurez pensé, vous mettrez dans le chat la liste des réponses. Alors, je vois qu'il y a une 20-30 personnes là qui sont en train de répondre, ouais. Alors, 4-3. Donc, globalement, ça tourne autour de 3 et 4 en majorité. Aucune. Ah oui, là, on discutait. Alors, pour moi, c'est pas aucune. Je vous propose de les parcourir une par une.
Celle qui n'a pas été votée ou très très peu, c'est recopier le texte. En fait, ce qu'on observe expérimentalement, ça a été testé hein, avec des élèves où ils ont testé différentes variantes, et ils ont observé que si on leur demande simplement de recopier, alors statistiquement, la majorité des élèves ne va pas spontanément faire du lien entre le texte. Ça n'empêche pas que certains le font. Bien sûr, on n'est pas tous égaux. Suivant notre motivation, suivant notre habitude de travail, lorsqu'on va recopier, on va essayer de chercher à comprendre. Si on demande ça, il ne faut pas s'attendre quand même avec les élèves qu'on a en général, qui vont naturellement essayer de faire des liens. En tout cas, c'est beaucoup plus pertinent, même s'ils en font, de demander autre chose. Alors, sur le 4, tout le monde à peu près a dit le 4, pas tous. Produire un résumé. euh, Effectivement, pour arriver à produire un résumé. Donc, si l'élève arrive à produire un résumé, ça veut dire qu'il a su, à un moment donné, identifier les informations pertinentes, essentielles, et reformuler avec ses propres mots, ce qui est assez compliqué. Si j'arrive à reformuler avec mes propres mots et de manière plus courte, c'est pas juste du copier-coller, c'est vraiment je synthétise. Alors, ça veut dire qu'on a compris ce qui était important et on a aussi dû faire des liens entre les différents passages d'un texte. Souvent, un texte, il y a plusieurs paragraphes. On observe que les élèves, quand ils font un résumé, bah, ils vont relier les informations dans le paragraphe 1 et dans le paragraphe 2, etc. Cependant, suivant le niveau, suivant vos élèves, suivant quel âge ils ont, suivant leurs compétences, s'ils ne savent pas produire un résumé, alors ça sera une activité qui ne marchera pas. Si vous avez des élèves de sixième, par exemple, produire un résumé de texte, bah, ils n'ont pas forcément cette compétence-là, donc il faut leur enseigner. Donc ça va dépendre aussi, c'est que s'ils ont une activité qui est réussie ou quasiment réussie, ou suffisamment réussie, ça va être très efficace. Si ils ne savent pas du tout comment s'y prendre et pas y arriver, ça ne va pas être efficace. Euh, sur, le point 2, relire plusieurs fois le texte. Souvent, c'est ce que les élèves font quand ils révisent leur cours. Euh, Sauf qu'on observe que c'est pas du tout efficace, c'est pas très efficace comme méthode. On relit plusieurs fois, on a une illusion de compréhension. À très court terme, ça peut nous aider à un peu mieux mémoriser les choses, mais ça reste pas très longtemps dans le cerveau en fait. Ça s'oublie très facilement. Donc là aussi, relire plusieurs fois le texte, la plupart des élèves n'en tirent pas grand-chose. Et enfin, le troisième, donc surligner les passages importants. En pratique, c'est semi-efficace. C'est-à-dire qu'on observe que les élèves lisent de manière linéaire le texte, donc ils ne font pas de retour en arrière. Donc c'est-à-dire qu'ils ne font pas de lien entre les différentes parties vraiment de manière très explicite. Et les élèves qui ont du mal, ben, ils vont naturellement tout surligner, ou ils ne vont pas réussir à détailler. Alors quelqu'un dit, bah, et si j'utilise ChatGPT pour faire le 4, produire un résumé? Alors, c'est une bonne remarque et la question, c'est effectivement, est-ce qu'il y en a qui disent tu triches, sauf si c'était autorisé en fait, hein. Il faut être ouvert un peu, Yanis. Euh, Effectivement, ça peut être co-construire. Alors, c'est pas l'idée, mais si l'activité, c'est par exemple, faites un résumé, puis ensuite, demandez son avis à ChatGPT, ensuite, comparer sa version à la vôtre, et identifier et engager un dialogue avec lui, en lui demandant les points forts, les points faibles, évidemment. Même Yanis est d'accord dans ce cas-là, on y arrive. Si évidemment l'élève, c'est juste, je copie-colle et je mets ça pour faire plaisir au prof, évidemment, ça marche bien à condition effectivement de maîtriser, de savoir comment demander à GPT de faire un résumé. Cependant, GPT et tous ses copains sont de plus en plus efficaces pour comprendre même des consignes mal faites. Maintenant, même en donnant trois mots, quand même, il arrive à faire un truc qui est assez acceptable. Alors, spontanément, les apprenants, on commence par GPT. Alors, si c'est en classe, si vous faites une activité en classe, ils n'ont pas forcément d'ordinateur. Si, alors c'est pas du tout, on va pas aborder là-dessus, mais juste un petit mot, effectivement, il faut vraiment clarifier. Là, je parlais d'activités en classe, donc ils n'ont pas accès à GPT. Et après, vous pouvez faire des formations GPT ou des consignes, etc. C'est un autre débat, on pourra en parler si vous voulez ensuite. Alors, pour résumer sur ça, sur cette partie vraiment, c'est quoi l'engagement cognitif? Si on demande aux élèves simplement, si la seule consigne c'est écoutez-moi en cours, ou regardez-moi. Ou alors, j'ai mis une vidéo sur Moodle, sur mon ENT, regardez-la. Si vous leur demandez juste de lire un texte ou juste de recopier à l'identique, alors statistiquement, l'apprentissage s'effectue de manière superficielle. Ils ne vont pas faire beaucoup de liens. Donc ça, c'est important parce que souvent, quand on se dit, bah, tiens, je vais faire une classe inversée ou je vais faire un truc, j'ai mis une vidéo, c'est bien, bah, c'est pas suffisant. Si vous leur dites, bah, je suis en sociologie et vous avez trois livres à lire,
les élèves disent, bah oui, mais on ne comprend pas qu'est-ce qu'on doit en faire de cette lecture, en fait. Si, au contraire, vous leur posez des questions, qui vont leur demander explicitement, ou de manière induite, forcément, donc qui vont de manière nécessaire pour la réaliser, d'établir des liens entre les informations et de les relier à ce qu'ils savent déjà, alors dans ce cas-là, l'apprentissage s'effectue généralement en profondeur. Ce qui veut dire que pour la plupart des élèves, ça va le faire. Et comme je disais tout à l'heure, certains élèves, même en leur demandant de lire, d'écouter, de regarder, ils font spontanément des liens. C'est, j'espère, votre cas en ce moment, enfin il y a de fortes chances, puisque vous avez fait le choix volontaire de venir écouter cette conférence. Vous avez probablement l'intérêt personnel sur cette question d'apprentissage coopératif ou d'enseignement. Et donc, vous allez essayer de relier ce que je raconte à bah, votre travail, enfin, à ce que vous n'êtes pas venu, enfin, à moins que vous soyez venu pour le loisir, mais c'est peu probable, mais en tout cas, votre quotidien. Donc, vous êtes venu chercher des réponses à des problématiques que vous offrez, que vous avez. C'est pas le cas de nos élèves. Voilà, ils sont là en cours parce qu'ils sont un peu obligés. Donc, sauf spontanément quelques élèves qui vont être passionnés de ce que vous dites et qui ont fini comme nous, profs. Voilà. Mais voilà, c'est pas le cas majoritairement. En tout cas, c'est bénéfique pour tous, même pour les élèves qui sont passionnés. Si on les guide vers les choses précises, c'est même bénéfique pour eux, en fait. Donc, excusez-moi. Cet apprentissage-là, cette partie-là à droite, ça s'appelle les activités génératives parce qu'en fait, on est obligé de générer des hypothèses qui vont au-delà du texte. Comme tout à l'heure, vous avez fait des hypothèses. À mon avis, il ne va pas venir. Voilà. Et là, on peut dire, oui, il va faire passer à la pompe à essence, que vous avez vraiment compris ce que j'ai dit. Si vous êtes resté à du par cœur du style, bon bah il a plus d'essence, point, et juste avec une question de par cœur de type qu'est-ce qu'il a plus? D'essence, voilà, ça ne veut pas dire que vous avez compris. Alors, concrètement, donc maintenant, on a vu ce que c'était l'axe vertical. Donc on va passer à essayer de mélanger les deux, et on va voir où est-ce que se situe l'apprentissage coopératif, puisque c'est ça le sujet. Si les élèves interagissent peu et s'engagent peu cognitivement, ils sont dans un mode où ils reçoivent, le mode reçoit, le mode réceptif. Et concrètement, c'est les activités que j'ai listées tout à l'heure. Écouter un exposé magistral, recopier un tableau, lire un document, regarder une vidéo. Ça, faut pas, c'est peut-être nécessaire d'avoir l'information, mais ça va pas être suffisant pour engager dans du lien. Là, on va être sur le génère, c'est quand ce qu'on va leur demander en plus d'autres choses. Par exemple, vous allez leur poser des questions ou les faire se poser des questions sur un contenu précis. Pas des questions de par cœur, des questions où il y a besoin de faire une analyse, faire un résumé, faire comparer des cas. Pourquoi c'est ci, pourquoi c'est ça. Alors faire des prédictions, clairement, hein. Que se passerait-il si se passe ça? Pourquoi ça est comme ci, etc. Donc si vous mettez une vidéo sur Moodle, il faut systématiquement l'accompagner de questions qui vont questionner. Et là, vous rentrez dans une pédagogie active en vous disant, bah, la vidéo, c'est juste une ressource pour répondre aux questions. Et l'objectif, c'est que les élèves sachent répondre à ces questions. Quand on pose ces questions, il faut se dire, bah, moi, j'aimerais qu'ils sachent répondre à cette question-là. Donc ça, c'est une question pertinente. Je vais leur donner des ressources pour les entraîner, pour qu'ils puissent y répondre. Ils ne vont pas inventer la solution, ils ne vont pas inventer les lois de Newton ou ce que vous enseignez. Et là, on est dans un mode actif. Donc, on n'est pas en mode coopératif parce que c'est encore individuel. Mais déjà, ça, c'est déjà super bien. Enfin, je veux dire, d'un point de vue pédagogique, de passer juste, bah, je mets un texte et je leur dis lisez-le à, non, non, vous répondez à ces questions et pour cela, vous allez devoir lire le texte. En amphi, c'est tout ce qui est système de quiz. Voilà. Maintenant, on va passer au mode en haut à droite, qui est le mode coopératif, ou alors le mode délibère. Alors, coopératif, c'est la technique pour y arriver. Délibère, c'est ce que dit la psychologie cognitive, on va dire. Donc, dans le mode délibère, ce qu'ont identifié les chercheurs, ils ont dit, bah voilà, si on a des interactions en petits groupes, même quasiment, souvent, ils ont étudié pas mal les binômes. Mais il faut excusez-moi, avec les conditions suivantes. Chacun des membres est en mode génératif. Génératif étant génération d'hypothèses. Donc, c'est pas un qui écoute pendant que l'autre fait un monologue. Là, on n'est pas en mode délibère. Là, c'est essentiellement moi qui parle. On n'a pas une interaction entre nous. Dans le cas où les échanges sont cogénératifs, c'est-à-dire que c'est pas juste je dis mon idée, tu dis ton idée, et puis c'est tout. C'est ouais, mais je vais développer ton idée à toi et je vais remettre en question ou la remettre en question. Donc là, dans ce cas-là, on a des échanges dits cogénératifs. On construit ensemble.
Et dans ce cas-là, les élèves vont faire des déductions qui vont être issues de leurs propres connaissances, évidemment, des connaissances des autres personnes et de la combinaison de leurs propres connaissances et celles des autres. C'est-à-dire que je vais écouter ce que l'autre m'a dit, ah, et je vais en déduire des choses. Ça, j'aurais pu le faire en écoutant une vidéo. Voilà. Mais justement, là, le cogénératif, c'est que je vais combiner ce qu'il me dit à ce que je sais et reconstruire, etc. Dans ce cas-là, si on arrive à faire ça d'un point de vue pédagogique, si on arrive à créer des situations dans lesquelles on a ces interactions de petits groupes avec ces conditions-là, alors l'apprentissage est meilleur encore que le mode génératif simple. La difficulté, ça va être comment je fais ça en pratique. Voilà. Donc ça, la psychologue nous dit, bah voilà, il faut que vous vous débrouillez en tant que prof pour arriver à ça. Enfin, il faut, c'est pas obligé, mais si vous y arrivez à faire ça, ça marchera bien. Alors, pour y arriver, il y a globalement deux contextes de travail en groupe. De travail en groupe, puisque du coup, ça va être lié avec des élèves en groupe. Soit ce qu'on appelle les groupes informels, c'est-à-dire que les partenaires du groupe, les membres du groupe vont être globalement leurs voisins. Voilà. Soit ça va être une durée courte, genre 10 minutes ou maximum, quelque chose comme ça, et ça va être au milieu d'une séance, souvent. C'est-à-dire qu'on va par exemple faire des micro-débats. Alors, je pourrais en parler j'ai prévu quelques slides à la fin. S'il y en a qui ne connaissent pas, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, et vous pouvez le trouver, je pense, sur Internet. Sinon, il y a le penser, comparer, partager, qui est à peu près la même chose. Si vous tapez penser, comparer, partager au film Percher, c'est la même idée. On pose des questions aux élèves, on les fait débattre pendant 2 minutes, et puis après, on fait des discussions en grand groupe. Mais l'idée de dire, bon ben voilà, excusez-moi, dans ces méthodes-là, il y a toujours, dans ces deux méthodes-là, il y a toujours deux phases. D'abord, une réflexion individuelle. Chacun se met en mode génératif sans parler aux autres. Et ensuite, un débat. Et dans ce cas-là, on s'assure que c'est cogénératif, puisqu'ils ont déjà réfléchi par eux-mêmes. Et quand ils vont débattre, ils vont avoir quelque chose à débattre et avoir des idées à apporter. Ce qui est juste dit, bon bah voilà, je vous pose une question, débattez-en avec les autres, ça va être le plus rapide qui va dominer le débat, et ça va pas être forcément très efficace. Ou ça va être le plus efficace, disons. Alors, question de Myriam, est-ce qu'on aura accès à ce support? Oui, je l'enverrai à Julien, et je pense qu'il peut confirmer s'il est là ou s'il est en train de jouer avec ses étudiants, qu'il partagera les supports à tout le monde. Ah, oui, il partage. Voilà. Et oui, il était en train de jouer avec ses étudiants. Alors, à le penser, comparer, partager. Bah voilà, excusez-moi. Donc, une question ouverte est posée. On demande aux élèves de prendre 2 minutes pour réfléchir seuls. Vous avez, vous mettez en commun en binôme. Vous leur laissez encore 2, 3, 4 minutes et vous faites une synthèse dans la classe entière. Vous interrogez des binômes. Vous pouvez trouver des choses sur Internet là-dessus. Je vous enverrai des liens sur le penser, comparer, partager le binôme. Il y a une vidéo qui est accessible où j'en parle. Je vous enverrai un lien. Ouais. Maintenant, on va s'intéresser aujourd'hui plutôt au groupe formel, c'est-à-dire des personnes identifiées. Vous allez travailler avec ces élèves-là pour une durée conséquente. Alors, durée conséquente, ça peut être une demi-heure, 1 heure ou 10 séances. Voilà, potentiellement sur 10 séances. Et donc, c'est vraiment le travail en groupe comme on l'imagine quand on fait un travail en groupe, c'est-à-dire vous mettez les tables et les chaises ensemble par groupe de, je sais pas, 3, 4, 5, 6, ce que vous voulez, et vous dites, vous êtes ce groupe-là, c'est identifié, et vous allez travailler ensemble pour faire tel problème. Donc, ça c'est redit ce que j'ai dit. Alors, qu'est-ce que disent les recherches précisément là, plus précisément sur donc, les recherches appliquées à la pédagogie, bon, qui ont été en situation de classe, de salle de cours. Et ils ont dit effectivement, dans le meilleur des cas, le travail en groupe est mieux qu'un travail seul. Sauf que ça ne marche pas tout le temps. C'est-à-dire que si on observe comment est effectué le travail en groupe dans des vraies classes, on observe que ce n'est pas toujours bénéfique. En 1989, donc c'est une méta-analyse, donc c'est une étude qui étudiait toutes les études qui ont été publiées. Alors la date montre qu'il y avait déjà beaucoup de recherches déjà à l'époque. Ça a dû commencer dans les années 70, je crois. Et en 1989, ils ont dit bah, il y a seulement 53% des études scientifiques qui montrent un effet positif du travail en groupe, comparé à un travail individuel. Ce qui est très faible. C'est-à-dire que dans la moitié des cas, ça ne marchait pas. Et en plus, c'était des expériences publiées. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des chercheurs qui étaient avec eux et où normalement, il y avait plutôt de fortes chances que ça fonctionne. S'ils l'avaient testé, c'est qu'ils espéraient bien que ça fonctionne. Donc, à l'époque, on s'est dit, bon, bah, il y a un souci quand même. Ça ne marche pas tout le temps de travailler en groupe.
C'est pas aussi facile que ça. Depuis, ça a été identifié dans quelles conditions le travail en groupe fonctionne bien. Et la recherche continue pour être de plus en plus précis là-dessus. Donc la recherche sur le travail en groupe, c'est très vieux et ça continue toujours. Euh, donc vraiment, cette idée-là, quelles sont les conditions d'efficacité au travail en groupe? Pour ceux qui veulent, en France, enfin en francophone, Céline Bouche, c'est une chercheuse qui est connue et qui est référente vraiment sur cette question du travail en groupe. Et vous pouvez regarder ce qu'elle fait. Enfin, voilà. Au niveau recherche, il y a elle qui est vraiment qui est à jour, enfin qui est très bien là-dessus. Euh, donc les barrières. Donc ce qu'on constate, c'est que finalement, euh, on constate que faire s'asseoir les élèves les uns à côté des autres et leur demander de travailler ensemble, c'est pas une garantie suffisante. Voilà. Et pourtant, c'est souvent, enfin moi en tout cas, quand j'ai commencé à les faire travailler en groupe, c'est ce que je disais, hein. Je leur disais, bah, mettez-vous en groupe et puis voilà quoi. Vous avez- Et j'espérais qu'ils allaient naturellement se remettre en question, tout ça. Donc, les trois barrières principales sont les suivantes. Donc, c'est ce qu'ils ont identifié les chercheurs. Premièrement, en tant qu'élève, c'est qu'est-ce qui me pousse à m'engager dans le travail? Finalement, si je travaille en groupe, pourquoi est-ce que je fais le travail en fait? Deuxième point important, c'est quelle motivation ai-je à aider les autres? Parce que si le prof nous dit bah, aide tes collègues, ouais, mais bon, enfin voilà quoi. Enfin, je veux dire, chacun son problème quoi. C'est pas à moi de rattraper le fait qu'il n'ait pas bossé quoi. Euh, et troisième point, mais est-ce qu'ils savent coopérer? Donc même s'ils sont volontaires, bah, est-ce qu'ils font pas juste se vanner toute la journée quoi? Enfin, c'est aussi ce qu'ils font. Mais là, pour le cas du travail en groupe, est-ce qu'ils savent coopérer? Donc, on va identifier notamment, dans un premier temps, là, dans le temps qui nous reste, un focus temporaire sur ces deux premiers points. Donc, ce que je vais vous proposer, sur ces deux questions, je vais les réafficher. Sur ces deux questions, qu'est-ce qui pousse à m'engager dans le groupe? Donc, que j'appelle aussi le problème du passager clandestin. C'est un terme que disent certains. Donc, il y en a un qui est dans le groupe, mais il y en a qui confirment qu'ils l'ont déjà vu. Celui-là, voilà. On l'a déjà vu, voilà. Et la solution que disent les chercheurs, c'est il faut qu'à un moment donné, cela se voit. Enfin, il faut que l'élève se dise, ça se voit si je m'investis pas assez. Voilà. Et l'autre, qu'est-ce qui pousse à m'aider les autres? C'est soit le j'avance tout seul, c'est-à-dire que bon, bah moi je suis fort, j'ai aucun intérêt à aider les nuls, entre guillemets, ou j'ai pas envie, tout simplement. Ou aussi le problème de la répartition des tâches. C'est-à-dire que bon, dans une fusée d'ailleurs, celui qui sait souder, il soude, celui qui sait faire des calculs scientifiques, ben, il fait des calculs scientifiques et ils n'interagissent pas entre eux. Et le but, c'est pas d'apprendre aux soudeurs à faire des calculs scientifiques, et réciproquement, au mec qui fait de la science de souder. Donc, sauf que quand on veut qu'ils apprennent mieux ensemble, bah, la répartition des tâches n'est pas bénéfique en fait, puisque chacun va faire juste son domaine d'expertise. Donc il y a deux problèmes, et la solution, c'est qu'il faut que l'élève se dise, à un moment donné, il faut qu'il soit convaincu qu'il ne puisse réussir que s'il interagit avec les autres et ainsi les aide à réussir eux-mêmes. De la même manière, dans un match de foot, bah, les joueurs d'une même équipe, ils sont convaincus de ça en fait. Ils sont convaincus qu'ils sont obligés de faire la passe à un moment donné à quelqu'un d'autre et que seuls contre les 11, ils vont pas réussir. Euh, donc ça, les enfants de 5 ans ne le savent pas forcément qu'ils vont faire la passe. Mais dans une vraie match de foot, c'est le cas. Donc, sur la notion alors, spécifique de rôle, alors je ne l'ai pas mise là parce que je l'ai déjà vu passer. Il y avait juste une mise en garde sur la notion de rôle qui était de dire, attention, il peut y avoir des élèves qui se cantonnent à leur rôle et genre, attention, c'est que le temps, moi je regarde que le temps et je ne parle pas aux autres. Si vous dites, lui, c'est le chef du temps. Voilà. Donc, il faut arriver quand même qu'il trouve l'équilibre. Voilà, si Laetitia, tu veux commenter là-dessus, hein, vas-y. Oui, justement, j'ai oublié de dire que, il fallait que les rôles tournent soit sur plusieurs séances, soit dans une séance. Ah Voilà, oui, que les oui. rôles tournent. Voilà, ouais, j'avais oublié de le dire, pardon. Effectivement, ouais. Bah voilà. Donc ça, c'est une Ouais. manière. Et ça peut être des rôles ou des postures aussi. Il y en a qui font, bah, moi j'ai la posture du je suis contre, moi je suis la posture de tout est parfait pour diversifier. Ça, effectivement. Là, je l'ai pas mis, donc c'est pour ça que j'ai dit un mot. Sur la responsabilité individuelle. Alors, c'est le problème du passager clandestin. Ce qu'a dit la recherche, donc comment faire pour que ça se voit, ça peut être mis en place. Déjà, ils ont dit, bah voilà, simplement avec des groupes avec peu d'élèves. Parce que si vous êtes en binôme, par exemple, quand vous allez discuter avec votre binôme, ça va se voir que vous faites rien. Si vous êtes 8 dans le groupe, qu'il y en a un qui se mette de côté, ça peut ne pas se voir, ça peut être invisible. Invisible vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis du prof. Quand on est prof et qu'on surveille les groupes, on va voir tout de suite s'il y en a un des deux binômes qui parle pas, ça se verra, quoi.
Donc globalement, ils ont observé que les groupes plutôt à faible effectif fonctionnaient mieux. 4, c'est une limite qui ressort à peu près, 4-5. Moi d'expérience personnelle, mais c'est une expérience personnelle. Quand je fais des groupes à plus que 5, 6, ça se split en fait en sous-groupes de 3 ou 2 ou 4. Ce qui n'est pas le cas avec 2 et 4. Autre point qui est hyper important, c'est des évaluations individuelles de l'apprentissage. C'est un peu comme ce que tu disais, Laetitia, d'objectifs individuels. Alors là, c'est différent parce que c'est le même objectif pour tous, parce que le but, c'est juste de régler le problème du passage clandestin. Mais c'est de se dire qu'un travail en groupe, ça n'implique pas nécessairement une évaluation en groupe. Et souvent, ça, c'est un prérequis, enfin, pas un prérequis, un implicite qu'on se dit, je l'ai fait travailler en groupe et à la fin, je donne une note pour le groupe. Bah, pas forcément, en fait. C'est beaucoup plus pertinent de se dire, bah, c'est un travail en groupe dont l'objectif, c'est que chacun apprenne. Donc, du coup, bah, simplement, j'ai une évaluation de tout le monde, en fait, pour voir si tout le monde s'est impliqué. Et donc, comme ça, chacun a l'intérêt de s'investir dans le travail, puisqu'il va être évalué individuellement. Il ne va pas pouvoir laisser les autres faire le travail à sa place, en fait. Ça ne marchera pas, puisqu'il y a une évaluation individuelle, liée au sujet du travail, évidemment. Autre point, ce que certains proposent, et donc tu parlais de ça d'ailleurs dans le Challenge Me, euh, Monsieur Community des Talents, Julien, voilà. Donc des évaluations entre pairs sur l'investissement dans le groupe. Voilà, ça peut se faire tout à fait, et ça permet de nous détecter bah, s'il y a un souci. Voilà. Ça permet aussi à des élèves qui pensaient bien travailler en groupe d'avoir des feedbacks aussi. C'est-à-dire, moi, je suis l'impression que je participe, et les gens vont me dire, bah, nous, on n'a pas l'impression que tu participes. Donc, c'est vraiment un point qui est intéressant. Et autre point qui est clairement mis en avant aussi, c'est la structuration des interactions. Alors, je parlais de Céline Bouche notamment, elle en parle, mais il y en a bien d'autres. Par exemple, pour un travail en binôme, c'est, bah, pour l'instant, vous avez les A et les B dans le binôme, des élèves qui sont appelés A et d'autres B. Bon, bah voilà, les A, c'est votre tour de faire ci, les B, c'est votre tour de faire ça. Voilà. Et ça, en structurant, on s'assure quand même qu'il y a comme il y a un script, que ça va faciliter les interactions. Il y a plusieurs techniques, on pourra en parler pendant la discussion si vous voulez. L'autre point, l'interdépendance positive et la répartition des tâches. Comment on règle ça? Donc, c'est obligé d'interagir. Ça peut être mis en place par déjà la difficulté de la tâche, en fait. Bah, si elle est trop facile, enfin, si elle est vraiment facile, elle peut être réalisée seule, bah, spontanément, les élèves, ils vont pas forcément y voir l'intérêt, et ils auront bien raison de ne pas le faire en groupe. Et là, même, certaines études montrent que c'est même plus bénéfique s'ils peuvent le réussir tout seuls qu'ils le fassent tout seuls des fois. Donc, il faut que ça s'y prête, quoi. Le type de tâche qui est dit non divisible, ça j'en ai parlé, c'est pour éviter la répartition des tâches. Ce que j'entends par là, c'est que c'est des tâches qui souvent impliquent une genre de prise de décision où il faut prendre en compte un ensemble de paramètres en interaction. C'est-à-dire un historien qui doit réconcilier des sources contradictoires, par exemple. Donc ils doivent jouer le rôle de cet historien et prendre la décision. Ou ils vont jouer le rôle du médecin qui va décider d'un meilleur plan d'action ou d'un diagnostic. Quel examen faire? Dans un cas complexe. Un homme d'affaires qui choisit le meilleur business plan pour son entreprise. Ou juste identifier les passages les plus percutants ou le meilleur exemple pour ça. Bon, bah, ils vont devoir débattre et dire, bah voilà, mais oui, mais ça, mais si, etc. Ça, c'est une tâche non divisible. À la fin, le résultat à produire, il est simple, unitaire. Et ça fonctionne plutôt bien pour forcer les interactions, parce qu'il y a des paramètres. Ce qui ne marche pas, c'est que si vous leur demandez de travailler en groupe sur un rapport de 40 pages, enfin, eh ben, ça va pas conduire à des interactions. Il y en a qui vont dire, bah, toi, tu fais l'intro, toi, tu fais la conclue, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. On se répartit les tâches et ils vont minimiser les interactions, puisque c'est dans leur intérêt, puisque l'intérêt, c'est d'avoir la note, hein, quand même. De la même manière, quand on construit une fusée, bah, il n'y a pas beaucoup d'interactions entre le mec qui fait les équations de la trajectoire et le mec qui soude, parce que c'est pas pertinent pour l'objectif de réalisation de la tâche. Sauf que les interactions, c'est pertinent pour l'apprentissage. Et une grosse présentation, c'est pareil, ils vont devoir ils vont pouvoir se répartir les tâches. Donc du coup, le type de tâche joue. Certains font la répartition des ressources, chacun a une partie de la solution, ça peut être via leur connaissance ou via d'autres solutions. Je ne vais pas étendre. Je vais parler du point hyper important que certains mettent vraiment en avant. Donc il y a un chercheur américain, enfin je crois que c'est américain, qui dit vraiment ça, ça marche bien. C'est que la note que l'on a dépend de la réussite des autres. La note que l'on a dépend de la réussite des autres. Concrètement parlant, vous allez leur dire, bah, vous avez des évaluations individuelles à la fin. Et ben, la note que vous allez avoir qui compte dans votre moyenne, c'est pas juste votre note.
c'est la moyenne de vos collègues et de la vôtre. Voilà, donc si vous êtes par groupe de 4, je fais la moyenne de votre 4. Et dans ce cas-là, j'ai un intérêt très fort personnel à aller aider les autres. Voilà. Moi, je l'ai mis en place, c'est extrêmement bien passé. C'était assez étonnant, hein. Je l'ai mis en place sur toute une année. L'an dernier, là, je le remets en place. Les élèves, ça passe, ça, il n'y a pas de problème d'acceptation dans le supérieur. Voilà, je suis dans le supérieur. Euh, Exemple pour un projet que j'avais fait, alors c'était ma première fois où je l'ai testé ça. Je l'avais fait juste sur un petit projet de 2 séances pour voir comment ça marchait. La note finale, elle était répartie en 3 tiers. Un tiers de la note, c'était le rendu final, une feuille de réponse simple par écrite. Alors je suis désolé, 11h34, on va terminer. Désolé pour ceux qui doivent déjà partir. C'est filmé, c'est en vidéo, et donc même si vous devez partir, vous aurez la fin. Donc le rendu final, c'était juste une feuille de réponse simple par équipe. Alors, je rappelais le cahier des charges, il fallait qu'ils dimensionnent un cycle thermodynamique, et ils avaient, vous voyez, juste quelques valeurs à mettre. Voilà. Mais toutes ces valeurs-là, c'était imbriqué, hein. Ils ne pouvaient pas se répartir les tâches. C'était vraiment. Donc le rendu, c'est ça, c'était pas un rendu de projet de 12 pages. Non, c'est juste concentré sur ce qu'ils avaient à apprendre, en fait. Je voulais pas qu'ils apprennent à rédiger un projet. Je voulais pas qu'ils fassent rédiger par ChatGPT maintenant. Mais à l'époque, il n'y avait pas la première fois que j'ai mis en place. Voilà, donc c'est un rendu simple. Un tiers de la note, c'est ça. Un tiers de la note, c'est une évaluation individuelle qui avait lieu à la séance N. Donc moi, il y avait N égale 2, il y avait 2 séances. À la deuxième séance, évaluation individuelle. Donc ils étaient obligés d'avoir bossé la séance d'avant. Et la dernière, c'était de leur dire, bah voilà, un tiers de la note, c'est la moyenne des évaluations individuelles de vous et de vos 3 coéquipiers. Ils étaient par groupe de 4. Et ça fait le job. Et là, ils m'ont clairement dit en interrogeant, bah, je faisais du travail en groupe avant, où ils n'avaient pas cette condition de moyenne pondérée par les autres. Là, ils m'ont dit, quand mon collègue me dit, j'ai pas compris, je lui dis pas, ouais, ouais, ou même quand il me dit, j'ai compris, je lui fais pas confiance, en fait. C'est-à-dire, non, t'as compris, mais vas-y, explique-moi, parce que je suis pas sûr que t'as compris, et si t'as vraiment pas compris, bah, je vais le pénaliser. Donc là, ça les incite clairement, fortement à interagir entre eux j'allais dire dans les limites du stock disponible. C'est-à-dire que s'il y a vraiment un élève qui est jamais là et qui fait vraiment rien, bah, il faut le détecter. Vous pouvez mettre des procédures pour qu'il puisse signaler qu'il y a un souci. Mais moi, il me demandait, bah, machin, il vient jamais. Bah, oui, ok, c'est pas de ta faute dans ce cas-là, s'il n'est même pas là en cours. Je ne veux pas te pénaliser, évidemment. Mais ça, c'est vraiment un gros facteur qui est souligné par la recherche. Moi, j'étais très froid au départ et pour l'avoir testé, finalement, ça s'accepte très bien. Et alors, en leur justifiant pourquoi. Voilà, c'est un travail en équipe et plus tard, quand vous serez ingénieur, bah, vous allez répondre à un appel d'offres. Bah, vous l'avez ou vous l'avez pas, quoi. Vous êtes ensemble. Il y a plein de situations dans la vie où c'est comme ça, on travaille en équipe et on l'a pas ensemble. Est-ce qu'il y a je vois qu'il y a des questions. Donc, il y avait une question sur le choix des participants. Enfin, le choix de, est-ce qu'on laisse les élèves se mettre en groupe comme ils veulent ou pas? Voilà. Euh, ce que j'ai vu plutôt sur les recherches, c'est qu'il vaut mieux leur imposer, c'est-à-dire de dire bah, un tel est avec un tel. Notamment de mixer les niveaux. Dans chaque groupe qui par exemple, ils sont 4, il y en a un qui est de niveau très faible, deux de niveau moyen et un niveau très bon. C'est ce que semble intéressant. Moi, pour l'instant, ce que j'avais fait, c'est que je les avais laissés libres. Et là, quand j'ai comparé, parce que j'ai des notations, du coup, j'ai ces notes individuelles, j'ai observé quand même que statistiquement, les élèves qui avaient des difficultés étaient ensemble, dans les mêmes groupes. Et ça me gêne, parce que finalement, donc, j'ai des écarts assez forts. C'est pas ce que je veux, puisque du coup, il y a pas cette entraide-là. Donc, au deuxième semestre, je vais lancer. Enfin, donc là, l'an dernier et au premier semestre, j'ai laissé les élèves choisir, parce que ça facilite au départ le travail en groupe, parce qu'ils se mettent avec leurs collègues avec qui ils s'entendent plutôt bien. Donc, normalement, ça facilite les interactions. Ça, c'est l'avantage de les laisser choisir par eux-mêmes. Et puis, en l'absence de mesures, moi, je ne savais pas qui était bon, qui était pas bon, entre guillemets, qui avait des chances. Maintenant, au deuxième semestre, j'ai le même cours qui suit, c'est la suite du cours du premier semestre. Donc, j'ai carrément le niveau initial de chacun, c'est leur note individuelle à l'examen final. Donc, à partir de ça, de ce critère objectif, eh ben, je vais répartir les élèves dans les groupes. Mais je ne le fais pas à la tête du client non plus, quoi. C'est vraiment, je connais leur niveau, puisque j'ai l'évaluation finale du dernier semestre, et c'est à partir de ça que je trie. En fait, alors pour les personnes qui ont assisté donc au webinaire, sachez que c'est rediffusé sur la communauté des talents pédagogiques, donc sur la chaîne YouTube. Vous pouvez également, ça je le mettrai dans le chat pour ceux qui restent peut-être, être connectés à une newsletter. Ça, on vous enverra ça. De toute façon, toutes les personnes qui ont participé, vous recevrez également cette information-là.
Et puis bah voilà, en tout cas, merci, merci d'avoir participé. Merci à Jean-François.